Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter les deux personnes qui sont à côté de moi, mais je sais que pour certains, vous les connaissez déjà. Il y a tout d'abord Francis Martin qui est en train de remettre son masque, ou vous le laissez comme ça ? Très bien. Francis Martin, qui est directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui dirige le LABEX, Laboratoire d'excellence Arbre. C'est un consortium de 250 chercheurs lorrains qui travaillent sur les écosystèmes forestiers. Vous êtes professeur également à l'Université forestière de Pékin, quoiqu'en ce moment, j'imagine que vous ne bougez plus trop. En général, vous y êtes 2 mois par an pour enseigner. Vous avez également un groupe de recherche à Pékin, ce qui vous permet d'ailleurs de temps en temps d'aller vous promener, chanceux que vous êtes, au pied de l'Himalaya, au Tibet, dans les forêts de ce coin de monde. On y reviendra, parce que ce n'est pas la peine d'aller aussi loin pour voir la plus belle forêt du monde. Et c'est par là que nous démarrerons dans quelques instants. Vous êtes microbiologiste, ou plutôt vous avez une double casquette, parce que depuis votre thèse, vous étudiez la physiologie des arbres, vous avez fait votre thèse sur la physiologie des arbres et la microbiologie. Les champignons, on peut dire que vous faites depuis 30 ans la navette permanente entre ces deux disciplines, comment les arbres et les champignons dialoguent, interagissent, et ce qu'on appelle une symbiose, vous nous expliquerez, qui profite donc aux deux. Vous connaissez, donc vous publiez ce livre, Sous la forêt pour survivre, il faut des alliés, c'est votre premier livre. Tout premier. Pas vraiment, mais celui-ci, c'est le premier grand livre grand public. Voilà, grand public, bien sûr, ce n'est pas une communication Sinon, scientifique. je vous conseille de lire « Est-ce que tous les champignons ont un chapeau ?» C'est un livre que vous avez écrit. Oui. Eh bien, écoutez, je me le procurerai, bien évidemment. En tout cas, moi, c'est le premier que j'ai entre les mains. Et nous en parlerons avec vous d'ici quelques minutes. Vous connaissez très bien le monsieur qui est à côté de vous, puisque vous l'avez même connu tout petit. Il était en thèse avec vous, Marc-André Asselos, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui est microbiologiste, botanique. Votre spécialité, c'est les plantes et les champignons. Vous n'êtes pas lorrain d'origine, mais vous êtes passé par Nancy pour vos études d'ingénieur, à l'ENGREF, en tout cas, c'est comme ça qu'anciennement on appelait cette école nationalement connue. Vous avez décidé, après votre diplôme d'ingénieur, de continuer par une thèse que vous avez faite dans le laboratoire de Francis Martin, qui a, on peut dire, co-dirigé, encadré vos travaux avec d'autres, avec M. Le Tacon en particulier. Vous êtes vice-président de la Société botanique de France. Vous enseignez également à l'étranger, en Chine, à Kunming. Alors moi, je ne savais pas où c'était, donc j'imagine que vous non plus. Dans le Yunnan, on est à la frontière, Madame connaît, à la frontière de la Thaïlande. Vous enseignez également à l'université de Gdansk. Vous avez toujours, tout au long de votre parcours, mis un point d'honneur à faire passer la science dans le grand public. Vous pensez que les dernières recherches doivent être mises à la disposition du public, et pour cela, il y a divers moyens. Il y a la télévision, il y a la radio. Vous êtes depuis quelques semaines maintenant une des voix de La Terre au carré, l'émission de Mathieu Vidard sur France Inter. Et puis, un des moyens, c'est aussi les livres. Vous avez publié, il y a quelques années, en 2017, Jamais seul, livre qui a connu un bel écho dans le grand public, qui a un livre scientifique qui a bien marché. Et puis vous revenez avec Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé. Votre point commun, parce qu'il a fallu que j'en trouve un, et je l'ai trouvé à quelques kilomètres d'ici, dans la forêt de Darney. Francis Martin, vous dites que cette forêt, vous qui avez parcouru le monde entier, est la plus belle du monde. Oui, effectivement, ceux qui connaissent, qui remontent la Vesouze, qui va vers le massif du Donon, cette forêt vosgienne, un bel exemple de forêt mixte avec les conifères, les chênes et les hêtres, donc une très grande diversité végétale d'arbres, et donc elle héberge une grande diversité de micro-organismes, et en particulier de champignons. Et je ne rate jamais un automne à remonter cette vallée. C'est dans cette forêt, Marc-André Asselos, que vous avez, alors peut-être pas pour la première fois, fait connaissance avec les tanins, mais en tout cas, pour la première fois, scientifiquement, vous êtes intéressé aux tanins en regardant quoi ? En regardant les feuilles, les couleurs des feuilles ? Oui, alors pour un Breton, c'était plus improbable d'arriver à cette forêt-là, mais effectivement, pendant ma thèse, je suivais pas mal les excursions, notamment de l'école forestière, et c'est là que
avec François Toutain. Je ne sais pas si entre vous se souviennent de ce scientifique qui a travaillé au laboratoire donc, de pédologie, enfin au centre de pédologie, que j'ai réalisé que c'est une de mes nombreuses premières fois avec les tanins. Parce qu'en fait, ça a été plein de premières fois successives. J'ai réalisé qu'en fait, ils étaient les artisans majeurs de la fertilité des sols, alors même qu'on ne nous en parle jamais. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre sur les tanins, après avoir fait un livre sur les microbes. Tout le monde se dit, ah oui, les microbes, c'est important. Les tanins, voilà, vous en êtes, si vous vous dites les tanins, ouais, bon, vous en êtes un peu comme avant moi, là, lors de mes excursions dans cette forêt. Il faut dire que dans les formations universitaires classiques, encore aujourd'hui, on rencontre peu de tanins. On parle des protéines, on parle des lipides, des glucides. Des tanins, non. Et c'est dommage parce que c'est quand même 30% de la biomasse qui nous entoure. Donc, c'est pas rien. Alors, c'est vrai que nous, on ne les digère pas. Donc, bon. Tanins, peut-être préciser, hein, c'est aussi ce qu'on appelle les polyphénols. Et ça comprend tout un tas de polyphénols colorés. Toutes les couleurs de fleurs et de fruits qui nous entourent, c'est eux. Alors, où ? Eh bien, là, j'ai des fruits donc, de rosacées, vous voyez, donc des rosas, vous voyez, bon, c'est rouge, là, c'est des anthocyanes, de même que les petites fleurs de géranium. Il y a des pissenlits sous vos pieds, là, c'est des flavonoïdes. Et puis, il y a tous ces troncs d'arbres qui sont rigidifiés par la lignine. Tout ça, c'est des tanins. Alors, c'est vrai qu'on ne les met pas toujours sous ce nom-là, mais quand on les a rassemblés, effectivement, ça fait vraiment du monde et ça fait plein de fonctions pour le végétal ou pour les champignons, d'ailleurs, qui en fabriquent aussi. Un petit oiseau qui passerait, et qui, alors je ne vous le souhaite pas, lâcherait quelque chose sur votre tête d'un peu rougeâtre, des tanins. Ah oui, c'est ça, les crottes d'oiseaux à la saison, quand ils sont gavés de fruits, c'est les tanins, encore. Le vin, les tanins, on y viendra aussi. Les arbres, puisque c'est notre sujet. Si les arbres sont montés vers la lumière, qu'ils ont grandi, ce sont les tanins. Oui, il s'est enclenché quand les végétaux sont arrivés sur Terre une course de cons, disons-le. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre d'accord toutes pour être à courte distance du sol et d'investir toute leur énergie dans la fabrication de graines, il y a des plantes qui se sont dit je vais faire un peu moins de graines et je vais faire des tiges plus haut, comme ça j'aurai plus de lumière. Et il s'est engagé une compétition terrible vers la lumière. L'arbre est un organisme qui détourne une quantité de ressources extraordinaire de la production de graines pour faire un tronc pour être plus haut que les voisins. Et il est obligé de le faire parce que les voisins en font autant. Si les arbres, si les chênes produisaient autant de graines que les petites plantes herbacées que vous avez sous les pieds pour le même volume, un chêne produirait plus de 100 millions de glands par an. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ils en produisent 5 à 10 000 que les bonnes années et qu'à partir de 30 ans parce qu'ils investissent leur énergie dans la croissance. Et ce qui fait que cette croissance tient, ce qui fait que ça c'est rigide et que ça leur permet d'atterrir, d'être au-dessus des voisins, c'est que 30% du bois, au moins, c'est de la lignine. Un rigidifiant qui fait que le bois est bois. J'allais taper la table, mais elle n'est pas en bois. Francis Martin, si les tanins sont omniprésents et pourtant invisibles, on peut dire presque la même chose des champignons. Si je vous dis champignons, vous me dites poêlée de cèpe, bolée, trompette de la mort. Pourtant, là, est-ce que je marche sur des champignons ? Bien sûr. Oui. Sous vos pieds, là, il y a un tapis, un tissu, un réseau de filaments microscopiques qui connectent toutes les plantes qui sont dans cette pelouse, qui connectent les arbres entre eux. Et donc, ce réseau de filaments mycéliens, chaque automne, quand les conditions environnementales sont remplies, c'est-à-dire une nuit en dessous de 9 degrés, beaucoup d'humidité, eh bien, ce réseau mycélien invisible va fructifier. Et on voit émerger du sol ce que le grand public appelle les champignons, c'est-à-dire souvent un pied et un chapeau, comme un parasol. Donc l'amanite, les cèpes, les chanterelles sont des champignons très, très communs, mais ce que l'on prélève, ce qu'on collecte, c'est l'organe sexuel de ce réseau de champignons, de filaments microscopiques qui est souterrain. C'est la seule chose que l'on voit. Et c'est la seule chose que l'on voit, oui. Quel est le plus grand être vivant sur Terre ? Est-ce que vous le savez ? Une baleine ? Est-ce que quelqu'un sait ? Ah oui, mais monsieur, c'est 2 baleines. Eh bien non, c'est l'armillaire couleur de miel. Et un champignon pathogène, parasite des arbres, qui se propage de souche en souche, en dévorant le bois, parfois même en tuant les arbres affaiblis. Et ce champignon peut occuper des superficies considérables. Et en particulier dans la forêt de Malheur, dans l'Oregon, on connaît le plus grand champignon sur cette planète, qui fait plusieurs kilomètres carrés, dont la colonie souterraine se propage dans le sol depuis près de 2500 ans. Et ce champignon, que le forestier ne voit pas en se promenant, chaque automne va produire ses fructifications, l'armillaire.
et va coloniser les arbres après les autres, les uns après les autres, et les tuer. Et c'est effectivement, on peut considérer que c'est l'objet, l'organisme, l'être vivant le plus gros sur Terre. Alors, comment le savez-vous? Vous l'expliquez dans ce livre, hein, c'est que vous avez analysé l'ADN des champignons. Oui, aujourd'hui, les scientifiques ont à leur disposition, comme la police scientifique, des outils qu'on appelle les empreintes génétiques. Et donc, on traverse la forêt et on va prélever les fructifications, donc les chapeaux de ces champignons, et en extraire l'ADN, avoir un profil d'empreinte génétique. Et de ce fait, on peut s'apercevoir que dans cette forêt, eh bien, toutes les fructifications, tous les champignons appartiennent à un seul et même individu. Alors, il suffit d'aller, encore une fois, dans cette forêt du Donon, ou même dans la forêt de Haye. La plupart des bolets que vous allez ramasser dans une forêt appartiennent au même individu. C'est des individus qui font plusieurs centaines de mètres carrés, souterrains, qui se propagent d'à peu près 50 cm à 1 mètre tous les ans. Et chaque automne, ils produisent, dans le cas des cèpes, près de 400 kg de fructification. La plupart de ces fructifications appartiennent au même individu. Vous faites un beau métier. Qui peut vivre 300 ans, 400 ans, 500 ans, voire 1000 ans. Vous faites un beau métier parce qu'une partie de votre travail consiste à vous promener en forêt et à prélever. Absolument. À la meilleure saison, d'ailleurs, souvent. C'est l'automne, c'est ça? C'est l'automne, oui. Ouais. Là, généralement, on attend toujours les premières pluies de septembre. C'est un excellent... c'est la gâchette, c'est l'élément qui va déclencher la fructification chez les champignons. Vous faites un beau métier. Là, cette année, c'est mal parti. Vous faites un beau métier aussi parce que vous étudiez la truffe. Ah oui, alors effectivement, mes équipes de recherche travaillent également sur les mycorhizes, ce qui nous amène d'ailleurs souvent à travailler ensemble. Donc sur les mycorhizes, ces associations entre les champignons du sol et les racines des plantes. Et on travaille, pour le coup, tous les deux aussi sur la truffe. Mais d'ailleurs, les champignons nous ramènent aux tanins, parce que les tanins sont aussi utilisés et synthétisés par les champignons. Si vous avez déjà goûté un émincé à la mandoline de cèpe, frais, donc un petit cèpe à l'état de bouchon, hein, ça se met en tranches très fines sur la salade, ça c'est très bon, puis c'est un peu acidulé, brûlant. Vous sentez en fait les tanins que souvent la cuisson altère, ils sont effectivement présents aussi dans les champignons. On peut avoir quelques désagréments avec les tanins. Dans la digestion, on ne digère pas bien les tanins. Oui, parce que là, on a dit qu'on avait des tanins rigidifiants dans le bois, mais on n'a pas dit pourquoi, à quoi servent sinon les tanins aux plantes. Et essentiellement, ce sont des composés de défense. Alors là, on retrouve les champignons d'ailleurs. Des plantes attaquées par les champignons vont accumuler des tanins pour se défendre. Et en quoi les tanins sont des composés de défense? À la base, eh bien, c'est parce qu'ils agressent les protéines. Alors ça, vous le savez, parce que si vous avez déjà bu un thé bien infusé ou un vin un petit peu tannique, justement, vous avez eu cette impression de raideur en bouche. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle l'astringence. Et ça vous explique ce que font les tanins. En fait, cette impression de raideur, de rugosité, c'est vous. C'est la vérité sur vous. Habituellement, cette vérité vous est cachée par les protéines lubrifiantes de la salive. Et vous avez l'impression que votre bouche est douce. Il n'en est rien, mais vous vivez avec cette impression. Le French kiss, c'est une illusion. En fait, c'est rude, c'est rugueux. Et quand les tanins dans la bouche se combinent à ces protéines lubrifiantes, ils les déforment, ils les empêchent de lubrifier. Si ça le fait un petit peu, ça vous donne le léger velouté d'un chocolat. Si ça le fait un peu plus, ça va être une syrah avec un velouté un petit peu plus épais. Puis si ça le fait beaucoup, vous avez une impression de bouche sèche et râpeuse qui peut être désagréable. En s'attaquant aux protéines, il les empêche de fonctionner. Et en fait, les vraies cibles des tanins, ce n'est pas les protéines de la salive, c'est les enzymes digestives. Aussi bien celles des champignons qui attaquent les plantes que celles des animaux qui mangent ces plantes. Et donc la digestion va être coupée. Mais en fait, vous le savez, vous avez tous abusé de fruits. Des kakis. Pas mûrs. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? On a eu mal au ventre. Vous avez surtout eu la chiasse. Oui, on va le dire. On dit Schnell Catherine en Lorraine. Je vous le dis comme ça, ça prendrait quelque chose. Ça vous a coupé la digestion, c'est tout. Voilà, ça coupe la digestion. Si je mets du lait dans mon thé, bien alors justement, voilà, alimentairement, on a des usages qui permettent de ne pas les sentir trop. Pour les enfants qui n'aiment vraiment pas les tanins, ni leur astringence, ni leur légère amertume aussi, on fait des purées. Parce que là, comme ça, les tanins s'attachent aux protéines. Parce qu'on broie toutes les cellules. Donc, ils sortent de leur dans l'endroit où ils sont encapsulés dans la plante et ils vont se mélanger aux autres protéines du fruit. Ça va adoucir le... Voilà. On peut rajouter du lait parce qu'à ce moment-là, les tanins s'attachent aux protéines du lait. Et c'est pour ça que les enfants préfèrent le chocolat au lait, où les tanins sont adoucis au chocolat noir, où il y a cette amertume et cette astringence qu'ils n'aiment pas. Et puis, quand vous mangez et que vous buvez un vin très tannique, les protéines de vos aliments adoucissent les tanins, ce qui fait qu'il ne faut jamais goûter un vin sans manger.
Ça n'a pas de sens. Parce que justement, les tanins, vous les ressentez bruts, cash, et pas modulo les protéines qu'ils ont rencontrées dans l'aliment avant ou en même temps qu'ils essaient de rencontrer ceux de votre salive. Alors effectivement, quand on dit tanin, on pense à vin, mais on peut penser aussi à tout ce qui est maroquinerie. On tanne. D'ailleurs, étymologiquement, tanne, c'est quoi ? C'est la première utilisation, ça nous remonte à la première utilisation des tanins, avant même qu'on les connaisse et avant même qu'il y ait des études de biochimie à l'université, c'était le tannage des cuirs. Effectivement, historiquement, on utilise de la plante, de l'écorce souvent râpée, pour attaquer les protéines du cuir. Ça fait des complexes qui sont à la fois plus résistants mécaniquement. Le cuir tanné, c'est vraiment très très résistant mécaniquement. Qui n'est certainement plus tanné d'ailleurs aujourd'hui comme on le faisait. Celui-là, si. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt avec des métaux lourds qu'on tanne le cuir. Et surtout, c'est moins décomposable par les microbes, donc c'est plus imputrescible. Et on appelait ça tanné parce qu'en fait, on utilisait le chêne, qu'en gaulois on appelle le tan. C'est un de ces mots hérités de la couche celte, de notre celtitude passée. Le tan, c'est le chêne, parce qu'on utilisait le chêne pour modifier les cuirs, pour les tanner. Et c'est de là que vient le tannage. Et le principe actif du tannage, c'est les tannins. Il faudra quelques milliers d'années avant de découvrir que c'est une histoire de polyphénol, en fait. Alors, nous revoilà à l'arbre. Le chêne, l'écorce. D'ailleurs, Tannenbaum, c'est pas sapin, plutôt. On m'avait dit chêne, mais... Eh bien oui, mais justement, dans les régions où il n'y a pas de chêne, on utilise d'autres arbres pour faire du tanin. Et le Tannenbaum, c'est l'arbre à tanin dans les régions où on n'a pas de chêne. C'est le sapin dans les zones germaniques. Mais ce qui est marrant, c'est que par le biais du tannage, le nom allemand du sapin vient en fait du nom gaulois du chêne. Vous voyez le raisonnement, parce que c'est l'arbre à tanin de ceux qui n'ont pas de chêne. Alors, on a parlé des champignons, on a parlé des arbres. Pour l'instant, ce sont deux familles qui sont complètement dissociées pour moi. Vous allez me montrer comment elles interagissent, cette fameuse symbiose. J'ai bien compris que l'écorce de l'arbre sont des cellules mortes, avec des tanins très difficiles à dissocier. Oui, alors c'est des tanins de très grande taille, très imperméables, c'est ce qu'on appelle la subérine. Oui. Et en fait, votre bouchon de bouteille de vin en liège, c'est de l'écorce de chêne liège, c'est encore un tanin, mais un tanin très imperméable. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de forêts en France et partout dans le monde. D'ailleurs, elle se porte bien, la forêt en France, il y en a de plus en plus, elle se décompose, elle tombe par terre. Qu'est-ce qui se passe ? Elle reste là. Elle fait monter le sol de plus en plus, ou alors est-ce que c'est là qu'arrive ce que vous appelez les fossoyeurs ? En fait, on parle de tanin, on parle de polyphénol, on parle du bois. Donc c'est effectivement la lignine qui compose le bois. 50% du bois, c'est de la lignine, composé polyphénolique. C'est certainement l'un des composés les plus abondants sur la planète. Et il y a extrêmement peu d'organismes qui sont capables de découper, de dégrader, de décomposer cet élément, qui est le bois. Fort heureusement, il y a des champignons. Et en particulier dans les forêts, il y a les champignons décomposeurs, qu'effectivement j'aime bien appeler les fossoyeurs, parce que c'est une image qui traduit bien leur capacité à recycler la matière organique, qui s'accumulerait éternellement si ces champignons n'étaient pas présents. Et donc ces champignons sont capables, qu'on appelle les pourritures, en fait, les pourritures blanches, les pourritures brunes, sont capables, grâce à un arsenal enzymatique, un arsenal de nanomachines, sont capables de découper la lignine, et en quelques mois, ce morceau de bois va être complètement minéralisé, décomposé, réduit en poudre, et assurer ainsi le cycle de la vie dans les écosystèmes. Et heureusement, parce que sans ça, que se passerait-il ? Il se transformerait peut-être en charbon. Il y aurait une accumulation aussi, voilà. Peut-être. Pendant plusieurs centaines de millions d'années, ces composés organiques se sont accumulés, ont formé la lignite et puis le charbon. Et puis les champignons sont apparus, enfin ces champignons capables de dégrader le bois, les pourritures blanches, sont apparus et ils sont parmi les seuls, encore une fois, à être capables de transformer ce morceau de bois en poudre qui va assurer la fertilité des sols et ainsi le cycle de vie. Donc en fait, un arbre, il alimente, quand il est vivant, une multitude d'organismes qui vivent sur ses branches, au cœur de ses tissus, mais également sur ses racines. Mais une fois qu'il est mort, il va alimenter une autre guilde de champignons, qui sont les champignons décomposeurs et fossoyeurs. Il y a 3 grandes familles de champignons, de mycètes, c'est le mot que vous utilisez dans votre ouvrage. Les mycètes, ou mycota, ou la fonge également, donc le monde des champignons. Et on distingue au moins 3 grands groupes de champignons en forêt, que j'appelle des compagnies, des guildes, parce qu'ils ont des fonctions très proches
les uns des autres. Il y a les champignons qui sont symbiotiques, qui ont appris depuis près de 200 millions d'années à dialoguer avec les arbres. Ils s'installent sur leur système racinaire, ils communiquent avec l'arbre, et dans un échange, un troc, ils échangent des éléments minéraux qu'ils puisent dans le sol et transfèrent vers la plante. Et en échange, en rétribution de cette activité de prospecteur, de transporteur, l'arbre va rétrocéder une partie de ses sucres solubles, du glucose en particulier, pour alimenter ce réseau de champignons. Donc on a bien une symbiose mutualiste avec les deux partenaires gagnent à l'interaction. Donc ça, c'est les symbiotes, les bons. Et puis, il y a les champignons décomposeurs. Eux, ils n'ont jamais pris le temps d'apprendre le langage des arbres, donc ils décomposent la matière morte. Alors la matière morte, ça peut être des plantes, mais ça peut être des animaux également. Quand nous mourons, quand nous sommes enterrés, bien sûr, des bactéries vont nous dégrader, nous dévorer, mais il y a aussi des champignons spécialisés dans la décomposition des cadavres d'animaux. Et puis, il y a le troisième grand groupe de champignons. Nous autres, les forestiers, on ne les aime pas beaucoup. Ce sont les parasites, les pathogènes. Et eux, ils sont capables de dévorer un arbre, d'aller détruire les tissus pour aller manger les sucres. Et généralement, ils causent des dégâts extrêmement importants. Donc, c'est les trois grandes catégories de champignons qu'on va rencontrer en forêt, en prairie et dans la plupart des écosystèmes terrestres. Dans les milieux marins, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années de Peter Wohlleben, comment se prononce son nom ? Wohlleben. La vie secrète des arbres. Oui. Qui avait fait grand bruit à l'époque. Et il disait que les arbres étaient doués de sentiments, qu'ils pouvaient parler les uns avec les autres. Ce serait vos premiers champignons, votre première famille de mycètes qui permettrait aux arbres de parler, de communiquer ? Alors le livre de Peter Wohlleben, je l'aime beaucoup, c'est un joli conte. En fait, il a su utiliser un langage qui a permis au grand public de découvrir ce monde des champignons, ce monde de la forêt, les interactions, les dialogues qui sont tressés entre les plantes, les arbres en particulier et les champignons. Mais il a une forte tendance à être un peu trop anthropomorphique à mon goût. Et non, les arbres n'ont pas de sentiments, les arbres n'ont pas de réseau cognitifs, de réseaux neuronaux. Les arbres n'ont pas leur cerveau dans les racines, comme on peut le lire parfois. Les arbres sont intelligents dans un certain sens parce qu'ils sont capables de s'adapter à l'environnement, de développer des mécanismes et des processus pour s'adapter à l'environnement. Mais les arbres, à ma connaissance, en tout cas je ne connais pas leur langue, leur dialogue, je ne pense pas que ce être dialogue avec ce conifère en permanence. Ils ont un comportement plus sophistiqué que ce qu'on a imaginé pendant de nombreuses années. Ah, tout à fait. Ils ont la plupart des sens que nous avons, ils les ont. Les arbres sont capables de voir, de capter la lumière, ils sont capables de sentir, ils échangent des molécules entre eux pour s'informer sur l'environnement. Mais c'est quand même très loin des mécanismes cognitifs qu'on a chez les humains ou les mammifères. J'aimerais entrer avec vous, Marc-André Sellos, dans la cellule des plantes. Nous, êtres humains, les animaux également, avons la possibilité d'expulser nos déchets, ce qui n'est pas le cas des plantes. Les plantes ont pour cela mis au point un mécanisme dont les tanins ne sont pas exempts. J'aimerais que vous nous expliquiez comment cela fonctionne à l'intérieur de la cellule d'une plante. Il y a la vacuole, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est la vacuole ? C'est une bonne raison finalement d'insister sur ce que disait Francis, à savoir que réduire la plante à des caractéristiques qui sont des caractéristiques animales, c'est cacher la plante. Car la plante est une plante et l'animal est un animal. Si je vous parle de la photosynthèse de l'homme comme métaphore de la façon de manger chez l'homme, c'est pas en restant immobile au soleil que vous allez que les courses seront faites ou que la chasse sera faite ou que les champs seront retournés. D'accord ? Quand on dit la photosynthèse de l'homme comme image de la nutrition, on se dit ouais, ça n'explique pas grand-chose. Eh bien, l'intelligence ou la sensibilité des plantes, c'est pareil. Ça la ramène à l'animal alors qu'elle n'est pas animale. Il faut commencer maintenant. On a un gros problème avec ça, nous occidentaux, d'aller au cœur de ce qu'est l'altérité, de ce qu'est l'autre. Prendre l'autre pour ce qu'il est. Et au fait, ça permettra de le gérer mieux en prenant en compte ses caractéristiques. Alors justement, la vacuole, c'est un truc assez... Alors ça peut paraître bizarre ce mot qui débarque comme ça, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans la plante. La plante, ses cellules sont encapsulées dans une paroi. Cette paroi, c'est elle qui éventuellement va se rigidifier avec de la lignine et faire le bois.
Nous, nos cellules, elles ne sont pas dans une paroi. Hein. Touchez la peau de vos mains, nos tissus sont mous. Parce que nos cellules ne sont pas encapsulées. Du coup, quand nos cellules ont des déchets, elles les bazardent dehors et le sang évacue tout ça. Ou même, pour les organismes unicellulaires, ça passe dans le milieu. La plante garde à l'intérieur, donc. La plante, elle ne peut pas, parce que si jamais elle rejette hors de ses cellules, ça s'accumule entre elle et sa paroi. Et je dis souvent à mes étudiants, c'est pas très joli comme expression, ça revient à se chier dessus, quoi. Bah oui, ça reste là. Donc en fait, la stratégie de la plante, c'est d'avoir un sac poubelle et de stocker dans ce sac poubelle, à l'intérieur de la cellule, séparé du reste, tous ses déchets. C'est la vacuole. Dès lors qu'elle a cette vacuole, Ouais. elle peut aussi stocker là des toxines qui n'iront pas traîner et faire de vilaines besognes ailleurs dans la cellule. Mais nous, on n'a pas de paroi, on n'a pas de vacuole. En d'autres termes, quand vous êtes perdu en forêt et que vous avez très faim, vous pouvez attaquer et manger n'importe quel animal. Il ne sera pas toxique. Ou pire, il sera dégueulasse à manger. Bon. Si vous mangez la première plante venue, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un problème et en gros 4 chances sur 10 d'en crever. Vous y êtes? Parce que les plantes sont en général toxiques, elles savent stocker des toxines dans cette vacuole. Et dès lors qu'elles ont ça, eh bien, elles vont pouvoir effectivement même stocker préventivement des toxines comme les tanins. Et toutes les plantes ont des tanins dans leur vacuole, dans cette espèce de sac qui est à l'origine évolutivement un sac poubelle, mais devient secondairement une réserve, une bombe à retardement pour qui va attaquer la cellule, la détruire d'un coup de dent ou avec des enzymes et libérer de la boîte où ils sont cachés les toxines, notamment les tanins. Les parasites des arbres, des plantes en général, ont appris d'ailleurs à se méfier de cette vacuole, à ne pas la percer quand elles se servent dans la plante comme garde-manger. Alors il y a les champignons qui font des petits suçoirs qui rentrent dans la cellule, mais qui se gardent bien de crever la vacuole. Et d'ailleurs la cellule, souvent, comme elle est accrécée, elle se met à faire encore plus de tanins qu'elle met dans la vacuole, et donc ça sert absolument à rien. Et puis, les champignons, il y en a qui détruisent quand même les cellules, mais ils ont des enzymes qui vont oxyder et détruire les tanins. Et ça, vous le connaissez, parce que vous avez tous bu un sauterne ou un vin issu de botrytisation. C'est-à-dire que les baies ont été attraquées par un champignon qui est de la pourriture noble. Or, ces vins, ils ont toujours une caractéristique, c'est que par rapport aux vins blancs qui ont une couleur vert-jaune assez translucide, ils sont souvent plus dorés, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, c'est que les tanins qui sont vert jaune et qui expliquent la couleur du vin dit blanc, mais qui en fait est vert jaune, d'accord? Ces tanins ont été oxydés, attaqués et en partie inactivés par le champignon pour s'en défendre. Et donc le champignon a fait plus vite par la botrytisation, il a fait plus vite que ce qui se passe quand vous attendez des années avec une bouteille de vin blanc qui finit par brunir. Là, l'oxydation se produit avec le temps. Donc l'exemple des vins botrytisés, des vins qui ont subi une pourriture noble, nous montre comment les champignons savent aussi, non seulement certains les évitent, mais d'autres les gèrent en les abîmant et en les rendant moins toxiques. Il y a des tanins dans les champignons? Alors les champignons accumulent énormément de composés phénoliques, des anthocyanes, des toxines. Donc comme les plantes, ils ont appris à développer au cours de l'évolution des composés toxiques pour les autres organismes, de manière à éviter d'être dévorés trop rapidement ou être attaqués par des insectes ou être mangés par les mammifères. Vous parlez du bolet dans votre livre. Le bolet, quand on le coupe, il peut devenir bleu. Certains bolets, oui. Donc il y a des composés assez proches des anthocyanes, donc dans ces familles de polyphénols de tanins qui s'oxydent très vite et qui changent la couleur du champignon. Alors on ne sait pas très bien à quoi ça sert en réalité. On s'interroge encore aujourd'hui sur pourquoi au cours de l'évolution, certains champignons ont accumulé des toxines comme l'amanitine, chez l'amanite, pourquoi certains champignons comme les cèpes bleuissent. On s'interroge. Marc-André Sellos. Alors, Francis a raison de dire que pour les champignons, les changements de couleur qu'on observe à la coupe n'ont pas été étudiés très finement, mais ils sont de même nature que les changements de couleur des fruits ou des végétaux que vous coupez, et vous savez, ça brunit. C'est l'oxydation? C'est une oxydation des tanins. Donc, dans tous les cas, c'est des changements de couleur. Vous avez des tanins qui sont plus ou moins incolores. Dans la pomme, ils sont jaunes parce que c'est des flavonoïdes, comme dans le pissenlit. Et puis, quand effectivement vous coupez, vous mettez en contact les tanins qui sont dans la vacuole et des enzymes qui se trouvent dans le reste de la cellule qui vont oxyder ces tanins. Mais c'est plus compliqué. Non seulement il y a une oxydation qui va changer la couleur des tanins, je vous l'ai dit avec le vin tout à l'heure, l'oxydation fait un peu brunir, dorer les tanins, mais en plus, ces tanins, comme ils sont libérés, ils vont attaquer des protéines de la cellule, ils vont se lier à des protéines de la cellule. Et avec l'oxydation, tout ça va faire un espèce de blurb chimique qui est en fait l'équivalent
d'une petite peau cicatricielle. Et cette peau cicatricielle, elle va avoir deux effets positifs et protecteurs. Le premier, c'est qu'en s'oxydant, elle consomme l'oxygène, elle empêche que la blessure, en amenant beaucoup d'oxygène, abîme les tissus. Ça, c'est le choc oxydatif. Et la deuxième chose, c'est que c'est un début de cicatrisation parce que ça fait une espèce de couche chimiquement complexe, assez difficile à attaquer et mécaniquement protectrice, qui va être un début de, exactement comme les croûtes qu'on a nous sur une blessure, un début de cicatrisation. C'est pour ça que les pommes brunissent à la coupe ou les bleuets bleuissent. Mesdames, Messieurs, nous parlons depuis une demi-heure très exactement. Il nous en reste autant pour que vous puissiez poser des questions, intervenir. Qui veut se lancer ? Je vais me lever pour bien vous voir. Qui pose la première question ? Oui, monsieur, alors, est-ce que je peux vous demander de vous lever ? On vous écoute. Oui. Alors, vous l'expliquez au début. Pourquoi est-ce que au début, au milieu, à la fin. Oui, vous l'expliquez. Et en conclusion et dans le glossaire. Parce que, en fait, vous pointez du doigt quelque chose qui est tout à fait exact. Le mot tanin est un mot, vous l'avez réduit à une définition qui est l'une des définitions, mais on en trouve d'autres. Hein. Il y a des par exemple, en tannage, les tanins, c'est ce qui tanne. Et on ne retrouve pas du tout les mêmes composés que dans cette autre définition. Il y a plusieurs définitions qui traînent et toutes ont le défaut suivant, c'est qu'elles séparent des choses qui sont chimiquement proches ou issues des mêmes voies de biosynthèse. Et surtout, elles n'ont jamais réussi, ces définitions-là, à percer dans le vocabulaire ou la conscience commune. J'attire votre attention là-dessus. On a là des molécules qui représentent 35% de la biomasse qui nous entoure. Regardez les troncs, regardez les feuilles, goûtez les fruits. Ces molécules-là sont absentes de notre conscience collective alors qu'on connaît les protéines qui sont bien moins abondantes, les lipides qui sont bien moins importants ou les glucides qui sont d'importance égale. En réalité, faute d'avoir une encre, un mot pour attraper cette collectivité des polyphénols et des phénols, parce qu'il n'y a pas que les polyphénols, là encore, polyphénols ne conviendrait pas. Dans mon livre, il y a beaucoup de phénols. Et leurs dérivés par oxydation, faute d'avoir un mot pour les désigner, on n'en a jamais parlé. Alors, j'ai fait un hold-up. Je ne suis pas biochimiste, mais les biochimistes n'avaient pas fait leur travail. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un livre sur les tanins. C'est le premier livre sur les tanins au monde pour le grand public. Donc, on peut me reprocher ce mot, mais il y a 150 ans que le mot de tanin existe, dans la littérature scientifique, je veux dire. Ça fait 150 ans qu'on aurait dû écrire ce livre, peut-être avec le mot polyphénol. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'il faut aussi trouver ses lecteurs. Or, les lecteurs, parmi tous les polyphénols, les seuls qui connaissent, c'est les tanins de l'alimentation. Vous savez que toutes vos épices sont, dans ma définition large, et je pense que vous ne la recevrez pas, mais toutes les épices sont composées de phénols. L'anisole de l'anis, l'anétol de l'aneth, la coumarine de la zoubrovka, l'herbe de bison, l'acide cinnamique de la cannelle, la piole du céleri, la myristicine de la noix de muscade, enfin, on n'en finirait pas. On vit entouré de ces molécules et elles n'ont pas une sorte, ces molécules phénoliques ou polyphénoliques, et que moi j'appelle largement des tanins, et personne ne les réunit sous un même nom. Et au fait, du coup, personne ne réalise que nos épices sont toxiques. Alors monsieur, je vous redonne la parole, mais si vous avez lu le livre, il le dit quand même, Marc-André Sellos, très régulièrement dans le livre. Je vous arrête tout de suite. L'hydrolyse de la lignine libère des tanins au sens que vous avez dit. D'accord ? La preuve, c'est que dans le vin, vous savez, on le met à vieillir dans des fûts.
Ces fûts, ils ont été préalablement chauffés, ce qui permet d'en arquer les douelles et puis de casser thermiquement la lignine. Et dans les molécules qui sortent de cette fragmentation thermique de la lignine, et qui font d'ailleurs, quand c'est bien fait, le goût du vin, le plaisir, un petit peu d'astringence, mais aussi énormément d'arômes, dans ces molécules-là, il y a des tanins dans des familles que vous avez dit, monsieur, précisément. Mais vous ne voulez pas que le précurseur soit dans la famille, et c'est tout à fait respectable, car une définition n'est jamais vraie, n'est jamais fausse. C'est pour ça qu'il faut la préciser. Et pour moi, une définition, elle est utile ou pas. Et pour mes lecteurs, je leur épargne une classification très foireuse, il faut bien le dire, car il existe autant de définitions que d'auteurs du mot tanin. C'est Henri Braconneau. J'en ai juste raconté une autre. C'est Henri Braconneau, Je suis désolé de ne 1831, pas monsieur. Hein. C'est Henri Braconneau qui, le premier, découvre les tanins chimiquement parlant. Oui, et lui, il est vraiment dans la logique tannante. C'est-à-dire, c'est ce qui peut tanner un cuir. Hein. Il est dans ces premiers pas-là. Monsieur, je crois qu'on ne se réconciliera pas aujourd'hui, mais on vous a tous deux entendus. J'ai travaillé 30 ans sur les polyphénols. Alors, je sais ce que c'est que les tanins. Et les anthocyanes et tous les polyphénols. Dans votre bouquin, il s'agit de polyphénols. De classer la succinamique comme tanin, Dans mon bouquin, il s'agit de comprendre des molécules qui nous entourent, qui font les couleurs des fleurs, les odeurs des fruits, qui font notre alimentation. J'ai choisi de les appeler tanins parce que ce mot était en quelque sorte orphelin d'une définition unique, et j'ai rajouté la mienne aux 100 précédentes. Et bien que n'étant pas scientifique, puisque je le comprends en creux dans ce que vous me dites, moi j'ai trouvé que c'était pratique. Je ne me voyais pas vendre un livre sur les polyphénols. Hein. Et d'ailleurs, je ne parle pas que de polyphénols, parce que là encore, je parle aussi de phénol. Qui veut... Monsieur, on va s'arrêter là si vous voulez bien. Vous irez vous parler tout à l'heure. Mais on vous a entendu en tout cas. Qui veut poser une question ? Qui veut intervenir ? Monsieur. Alors, oh pardon, je donnais la parole à monsieur, je vous la donnerai juste après. Je ne vous ai pas vu, veuillez m'excuser. Monsieur Matinal. Voilà. Est-ce que tout le monde a entendu ? Non. Moi non plus, j'ai pas entendu. Je suis une vieille animatrice, je n'entends plus rien. Alors certains champignons évitaient les tanins et d'autres s'en défendaient. Oui. Alors comment ces tanins sont-ils minéralisés, réutilisés ? Très bien. Est-ce que vous avez compris la question ? En fait, les polyphénols, enfin, les composés du bois comme la lignine, les dérivés de la lignine où il y a beaucoup de polyphénols, sont attaqués par certaines enzymes d'oxydoréduction bien particulières qui sont capables de casser cette molécule complexe que la majorité des autres organismes est bien incapable de détruire. Donc une fois que ces polyphénols sont réduits en éléments primaires, décomposés, ça va finir sous forme de carbone, de sucre simple qui vont pouvoir être réutilisés comme briques pour fabriquer d'autres molécules, et y compris par d'autres organismes pour resynthétiser des polyphénols ou des composés de défense. Mais qu'est-ce qui fait que les champignons peuvent le faire et pas d'autres organismes ? Ça, tout a démarré il y a 180 millions d'années, lorsqu'un champignon, sur une de ces... Les polyphénols oxydases existaient déjà avant 180 millions d'années. Mais ces enzymes d'oxydoréduction n'avaient pas le pouvoir d'oxydoréduction suffisamment élevé pour découper la lignine, qui est vraiment le composé sur notre planète le plus résistant. Il y a eu une mutation un jour sur le site actif d'une de ces enzymes qui a permis d'élever ce niveau d'oxydoréduction et de casser pour la première fois sur notre planète cette molécule complexe. Et évidemment, ce champignon et sa famille et ses descendants ont eu accès à une quantité de carbone, de nourriture extraordinaire. Puisqu'encore une fois, la lignine est le composé le plus abondant sur notre planète. Le bois et la lignine est le composé le plus abondant. Donc ils ont eu à leur disposition, ces champignons, de la pourriture blanche, une quantité de carbone extraordinaire. Et donc, il y a eu une extraordinaire radiation de ces champignons qui se sont multipliés. Plusieurs milliers, dizaines de milliers d'espèces de pourriture blanche se sont développées en quelques centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, ce sont leurs descendants qui sont capables
dégrader toutes les formes de bois et la plupart des formes de matière organique. Marc-André Sellos. Alors, je vois un peu l'ennui que vous avez, c'est qu'on dit d'un côté, il y a certains tanins qui sont toxiques pour les champignons, et d'un autre, on a des champignons qui non seulement vont les manger, mais en plus, ils vont découper des gros tanins qui étaient inoffensifs en petits tanins potentiellement offensifs. Alors, il faut bien comprendre que dans le monde vivant, ce qui est toxique pour les uns n'est pas forcément toxique pour les autres. Je vais vous donner un exemple. La pire idée en matière de champignons, c'est de dire qu'on peut finir ce que les limaces ont commencé. Parce que, par exemple, moi, je rencontre rarement des amanita phalloïdes qui ne soient pas grignotés par des limaces. On n'a pas tous les mêmes spectres de toxicité. Et toute l'histoire est là. Ce sont des toxiques généralistes, d'accord ? C'est toxique en général, sauf si vous avez développé des adaptations, auquel cas, c'est plus toxique pour vous. Par exemple, le botrytis, on a vu, il abîme les tanins et du coup, il n'en est plus incommodé. Et deuxièmement, le pas suivant, c'est que vous pouvez même à ce moment-là l'utiliser comme ressource alimentaire. Et par exemple, dans le tube digestif des vaches, il y a des bactéries, là, pour le coup, et des champignons qui sont capables de consommer les petits tanins. Les petits, pas les gros. Hein. Là, Francis a dit, c'est que les champignons qui les attaquent. Et donc, ils s'en nourrissent. Et donc, dans le rumen de la vache, qui est donc cette poche stomacale où se prédigère la matière végétale, vous avez une détoxification complète par des microbes pour la vache des tanins. Mais, une fois de plus, voilà, ce n'est pas toutes les espèces. Il faut bien réaliser que quand on parle de champignons, il n'y a pas que la manite tue-mouche ou le cèpe de Bordeaux ou la chanterelle. Les champignons, il y en a aujourd'hui probablement une centaine de milliers qui ont été répertoriés, identifiés, classés par l'homme. On pense que s'il y a au moins 1 million d'espèces de champignons, certains auteurs avancent même le chiffre de 30 millions de champignons. Donc on a affaire à un spectre d'organismes extrêmement large, extrêmement varié. Donc il y a des champignons pour dégrader quasiment toutes les molécules sur notre planète. Alors certains se sont spécialisés dans le bois, ce sont les pourritures blanches, ou les pourritures en brune. Il y en a d'autres qui sont bien incapables de dégrader le bois, mais qui seront capables de dégrader d'autres molécules. Ce pouvoir de délignification des champignons intéresse l'homme. Hein. Aujourd'hui, on étudie cette propriété pour la fabrication de violons, par exemple, Marc-André Sellos. Oui, alors effectivement, il y a eu une expérience qui a montré qu'en attaquant légèrement la lignine du bois, on pouvait modifier les propriétés mécaniques du bois et qu'on pouvait faire des violons qui avaient des caractéristiques très intéressantes et qui, à l'audition, rivalisaient avec des Stradivarius. Alors j'en ai parlé à des musiciens qui m'ont dit « mais non, mais c'est n'importe quoi. En fait, on sait très bien qu'on ne sait pas reconnaître un Stradivarius et que la question, c'est qui joue du violon. » Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque où Stradivarius exploitait les bois qui l'intéressaient, les conditions climatiques avaient donné des bois moins lignifiés. Et donc une légère attaque de lignine peut effectivement donner les mêmes caractéristiques. Alors, on avait montré tout à l'heure avec Francis ce bois-là. Vous avez certainement ça en tête, du bois qui est en train de pourrir. Alors il est très, très léger, on sent qu'il y a quelque chose qui a été décomposé et retiré dedans, et il est tout blanc et fibreux. Et ça, blanc et fibreux, il reste que la cellulose, ce qui fait du papier. Ces champignons qui attaquent la lignine, ils ont souvent la caractéristique de commencer par la lignine, et puis une fois qu'ils ont retiré la lignine, ils mangent la cellulose. Et si vous leur retirez le bois à ce moment-là, en fait, ils vous ont délignifié le bois et vous l'ont préparé pour faire du papier. C'est-à-dire qu'à côté des méthodes chimiques de délignification qui produisent des résidus de phénol chloré, donc j'oserais presque plus les appeler des tanins chlorés, et qui sont extrêmement toxiques et polluants, hein, on a une méthode un peu plus longue, plus difficile à encadrer industriellement, qui est la délignification du bois pour faire du papier par des champignons. Il y a eu des brevets déposés, mais pour l'instant, comme on ne paye pas les pollutions, bah c'est moins cher. On ne paye pas le vrai coût de la pollution. Hein, c'est moins cher de le faire encore chimiquement. Monsieur. Alors, le maire de Bordeaux a décidé de ne plus mettre un sapin de Noël sur la place centrale de la ville, au prétexte que ce sont des arbres morts. Qu'en pensez-vous ? J'en pense rien, à vrai dire. Hein. Monsieur le maire de Bordeaux, il fait ce qu'il veut, mais bon, en ce moment, il y a beaucoup d'arbres qui meurent de toute façon. Hein. Il y a, dans nos forêts vosgiennes, il y a probablement 10, 15, peut-être 20% des épicéas, des sapins qui vont mourir. Donc là, il y a une belle occasion d'aller couper des arbres pour mettre soit sur la place Stanislas, soit sur à d'autres endroits.
Non, je ne pense pas que couper un sapin pour les fêtes de Noël entame la bonne santé des forêts françaises. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit que la forêt française était en bonne santé, j'ai cru voir un haussement de sourcils. Alors, pourtant, je l'ai lu dans votre livre. J'aimerais vous entendre le préciser. Non, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de débats autour de la forêt. Les chiffres parlent aujourd'hui. La superficie de la forêt française a doublé, au moins doublé ces 20 dernières années, la quantité de bois sur pied. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, la superficie forestière française était autour de 7 à 8 millions d'hectares et aujourd'hui on est autour de 18-19 millions d'hectares. Donc il n'y a pas de doute que la forêt française s'est étendue. Pour plusieurs raisons. À la fois le changement climatique, c'est l'augmentation de la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère. Et en fait, il y a un effet de serre. Donc la croissance, la physiologie des arbres s'est accélérée. Ils absorbent plus de carbone, ils fabriquent plus de bois. Donc les arbres poussent plutôt mieux pour l'instant grâce au changement climatique. Il y a la déprise agricole, le fait qu'on le voit bien dans les vallées des Vosges qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on remonte la vallée de la Vesouse, les épicéas, les forêts ont recolonisé les zones qui étaient autrefois agricoles. Donc la superficie de la forêt française a augmenté. Alors ce n'est pas toujours des bois de grande qualité. Une grande partie de la forêt française s'est développée dans cette grande diagonale du vide qui va de la Provence à la Bretagne en passant par le Massif central. Et de nombreuses forêts sont en fait des maquis ou des forêts mal entretenues. Que répondez-vous à M. Marc-André Sellas ? Alors, je pense que cette attitude-là, cette décision que j'apprends par vous, illustre très profondément la méconnaissance qu'ont aujourd'hui les élites urbaines de la nature. La plupart des arbres qui servent de sapin de Noël, alors peut-être pas pour 3 ou 4 arbres en France et par grande ville qui servent de sapin de Noël d'apparat, mais ce sont des arbres dits de dépressage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez tous vu des semis. Je veux dire, quand des glands ont germé ou des faînes ont germé, il y a plein de petits arbres. Ils ne vont pas tous devenir grands. Dans l'évolution d'un peuplement, il y a cette compétition pour la lumière que j'évoquais tout à l'heure, et certains en sont exclus. Et pour un très bel arbre, qui a un très beau port qui va rester, ou pour une belle cathédrale de fûts de hêtre, d'accord, qui va être très belle à voir, c'est une décimation derrière de troncs qui n'auront pas, à un moment, été assez à la lumière pour avoir accès à l'âge suivant. Donc, c'est comme ça, c'est très cruel, mais dans les populations d'arbres naturels, il y a un pourcentage de morts qui est effrayant. On compte qu'il y a moins d'une germination sur 10 000 qui atteindra l'âge de faire des graines. Ce qui ne veut pas dire qu'elle deviendra très vieille, mais qu'elle aura moins le temps de faire quelques graines. Donc, en réalité, dans les forêts, les forestiers accompagnent très souvent ce mouvement en récupérant les arbres qui vont être dominés avant qu'ils soient dominés. Donc, ils sont encore de bonne mise, mais ils sont en train de crever et de toute façon, d'autres ont pris la main. Et c'est très souvent des arbres de dépressage. Et en tout cas, il faudrait qu'on ait des labels demain pour être sûr que ce sont bien les arbres de dépressage qu'on utilise et qu'on ne fait pas des plantations pour ça. C'est vrai que ça, c'est aberrant. Mais voilà, il faut revisiter les chaînes de production et non pas les préjugés depuis la ville. On peut aussi préciser qu'une grande partie des sapins de Noël sont en fait cultivés. Ce sont des pépiniéristes forestiers, souvent dans la région du Morvan, qui ont des hectares et des hectares de sapins qui ont été plantés pour faire du sapin de Noël. Donc ça ressemble plus à un champ de maïs qu'à une forêt. Donc là, c'est pas très gênant. C'est une culture qui est dédiée au sapin de Noël. Qui veut poser une question, intervenir ? Oui, monsieur ? Pardonnez pour le côté basique de la question, mais quelle est la fonction d'un réseau mycellaire ? Et est-ce que passe des informations, des composés au travers de tous ces filaments ? C'est pas une question basique, parce qu'en fait, ces réseaux mycéliens qui connectent les plantes les unes aux autres, c'est une découverte relativement récente. C'est dans les années 90 qu'on a eu les preuves expérimentales de l'existence de ces connexions. Alors on sait depuis longtemps, c'est à peu près depuis la fin du 19e siècle, que les arbres vivent en association symbiotique avec les champignons et forment sur la racine de ces arbres, en particulier les petites racines qu'on appelle les radicelles, le milliard de racines d'un arbre est en interaction permanente avec des champignons et forme une symbiose.
Donc ça, on le sait depuis à peu près 150 ans. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les filaments mycéliens de ces racines en symbiose étaient capables de s'étendre au-delà de la zone d'influence d'un seul arbre pour aller connecter les autres arbres les uns aux autres, voire peut-être même les autres plantes comme les orchidées sur lesquelles Marc-André Selosse a travaillé. Donc en fait, ces réseaux mycéliens, on en a la preuve expérimentale depuis moins d'une vingtaine d'années. Et c'est encore plus récemment qu'on a démontré qu'il y avait des flux, pas uniquement de nourriture, pas uniquement des sucres, des acides aminés et des nutriments qui circulaient à travers ce réseau. Certains parlent même d'autoroutes souterraines. Moi, je n'irai pas jusque-là. On considère que 5, 10, 15% du flux d'éléments nutritifs de la forêt transite à travers ce réseau. Ce qu'on a découvert il y a moins de 5 ans, c'est qu'il y avait également des molécules informationnelles, des signaux. C'est-à-dire que quand une plante était attaquée par un insecte, dévorée par une chenille ou un insecte, certaines des molécules de défense, d'alerte, étaient capables de transiter à travers ces réseaux. Mais c'est vraiment un front de science, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc pour résumer, on sait que ces réseaux existent, et qu'ils sont là autour de nous. Ils connectent tous les arbres qui sont présents, et probablement les arbres aux autres plantes de la prairie. Donc ça, c'est déjà une découverte extraordinaire. L'ensemble du monde végétal est connecté par ces réseaux de champignons. Alors on n'est pas encore comme dans le film Avatar de Cameron, mais on se rapproche, on peut imaginer la circulation d'informations et de nutriments à travers ces réseaux. On sait qu'ils servent à nourrir les arbres, et qu'éventuellement un arbre jeune peut parfois profiter de la nourriture d'un arbre adulte, même si j'éviterais, comme Peter Wohlleben, de dire qu'un arbre allaite ses enfants. Et maintenant, on commence à se dire peut-être des signaux électriques, peut-être des molécules d'information pourraient transiter par ces réseaux. Mais il faut que vous réalisiez que pour étudier et caractériser scientifiquement ces réseaux, c'est extrêmement difficile. Oui, nous, dans notre équipe, on a montré effectivement qu'il y avait des plantes de sous-étage. Tu faisais allusion aux orchidées notamment ou à certaines éricacées qui sont connectées aux arbres par le biais de champignons mycorhiziens partagés. On a par exemple certaines orchidées qui utilisent des truffes. Voilà. Pas les truffes comestibles, mais des espèces de truffes qui sont aussi présentes sur les racines des arbres et qui se nourrissent de cette façon-là. Ce qui fait que ces petites plantes de sous-bois n'ont pas gagné la compétition pour la lumière, mais elles soutirent le carbone aux arbres, elles siphonnent le carbone des arbres par le biais d'un champignon. Donc on a caractérisé des cas où il y a vraiment une sorte de parasitisme indirect. On peine encore à montrer que c'est réellement de l'entraide dans le cas général. Vous y êtes ? Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, pour moi, les signaux, ils sont connus à partir surtout de manip dans des pots ou en serre. Ça n'a pas été montré dans la nature. La seule chose qui a été montrée dans la nature, en revanche, ça a été montré sur les noyers. Les noyers produisent un tanin toxique, la juglone, qui fait que certaines plantes, pas toutes, mais certaines ne poussent pas sous sa canopée. Et on sait que les champignons mycorhiziens du noyer sont capables d'exporter, de déplacer, on ne sait pas si c'est à leur surface ou par l'intérieur, la juglone et augmenter le rayon d'action de la toxicité. Donc ça, c'est aussi un mécanisme protecteur qui est un petit peu différent et qui là est mieux caractérisé, j'allais dire, au champ. Pour le reste, voilà, on est surtout sur des expériences en pot et en pépinière. Oui. Allez-y, monsieur Martin. Pour préciser, ensuite, monsieur. Ce qui nous séduit beaucoup, Marc-André et moi-même, dans ces travaux scientifiques, c'est que, contrairement à l'image qui nous est sans cesse projetée, où le monde est un monde darwinien, où la compétition féroce est en place entre tous les organismes, ces découvertes, ces travaux scientifiques sur les symbioses mutualistes montrent que le monde qui nous entoure est aussi un monde de coopération. Et que probablement dans l'évolution de tous les organismes sur notre planète, la coopération, les symbioses, ont joué un rôle aussi important que la compétition féroce. Être le premier de cordée, probablement que ça peut servir, mais la coopération est également un excellent moyen de coloniser une nouvelle niche, un nouvel habitat, et de découvrir et d'explorer de nouveaux mondes. Monsieur. Justement, par rapport à ces réseaux, je lisais un papier en Australie, ils avaient démontré qu'une souche qui semblait ne servir à rien était en fait restée en vie parce qu'elle communiquait au moyen de ce réseau et servait en fait de garde-manger aux arbres environnants. Et en fait, elle servait de... Voilà, il y avait des échanges génétiques, elle servait véritablement de stock de garde-manger pour les arbres. Et je me demandais quelles étaient les
Oui, alors en fait, encore une fois, ça reste toujours très difficile. C'est-à-dire l'expérimentation sur le terrain, en forêt, où on a un milieu extrêmement hétérogène, ne se prête pas du tout à la reproductibilité, aux répétitions auxquelles on est habitué, nous autres scientifiques, au laboratoire. Donc une grande partie de ces travaux repose aujourd'hui sur des expériences en laboratoire, en pot, en serre, où là on a le plus souvent un arbre, une espèce d'arbre, un bouleau, éventuellement un sapin, et puis un ou deux partenaires fongiques, champignons qui les connectent. Donc on est quand même très loin, très très loin de la complexité du monde réel, où un arbre comme celui-ci, ce hêtre, il a probablement sur son système racinaire 150, peut-être même 250 à 350 partenaires fongiques, symbiotiques, qui travaillent avec lui. Donc déjà là, accéder à cette complexité, on arrive à la mettre en évidence. On a les outils moléculaires maintenant qui nous permettent de faire l'inventaire, le recensement de l'ensemble des champignons et des autres microbes qui sont présents dans une forêt par du séquençage massif à très haut débit. Donc on fait comme vous le mentionnez, on peut prélever soit des racines, des portions de racines, soit on fait des carottes de sol, généralement un petit tube de 20 cm sur 5 cm de diamètre. On extrait l'ADN de ce sol, voire même aujourd'hui les ARN messagers, pour voir quelles sont les fonctions qui sont portées par ces génomes qui sont présents dans le sol. Et puis on séquence cet ADN. Donc on arrive à savoir qui sont les champignons présents, quelles espèces. Et puis évidemment, si je vais me promener à l'arbre un peu plus loin et que je fais l'inventaire des symbiotes mycorhiziens qui s'y trouvent, je vais retrouver parfois la même espèce. Je peux même dire si c'est le même individu. Donc si je retrouve l'individu de truffe ou de cèpe individu numéro X sur cet arbre-là et sur celui qui est derrière vous, je peux supposer qu'il est connecté. Mais c'est extrêmement difficile de le démontrer. Donc souvent, l'existence de ces réseaux, c'est une cartographie des individus, génétiquement identiques. On est incapable aujourd'hui, en tout cas je ne crois pas me tromper, on est incapable de suivre de bout en bout le filament d'un arbre X à un arbre Y. On sait qu'il existe ce réseau par le fait qu'on trouve le même individu à plusieurs endroits dans la forêt. Marc-André Sellos. Alors, pour revenir à votre souche de tout à l'heure, je ne connais pas, moi, de travaux. J'ai fait la biblio parce que je suis en train de préparer mon prochain livre, qui est un livre sur le sol et sur ce qui se passe dans le sol, en général. Hein. Et ces histoires de souches qui survivent alors qu'il n'y a plus de feuilles, ça a été très étudié, mais ce n'est pas le réseau mycorhizien, c'est un autre réseau. C'est le réseau racinaire. C'est ce qu'on appelle les bésures racinaires. Je vous explique. Les racines, elles grandissent en diamètre, comme les troncs. Si deux racines de deux arbres voisins sont côte à côte et grandissent, elles finissent par s'écrabouiller l'écorce entre elles et se rentrer l'un dans les tissus de l'autre. Elles se greffent l'une sur l'autre. Et on compte que dans un peuplement forestier, entre 2 et plus de 70% des arbres sont greffés à au moins un de leurs voisins. Quand on coupe l'arbre, soit c'est un feuillu, il refait des rejets et il va refaire un tronc. Soit c'est un conifère, et là vous faites surtout allusion, je pense, à des conifères. Et là vous savez que les conifères, ils ne font pas de bourgeons sur la souche, donc ils meurent. Sauf que des fois on a une espèce de bourrelet cicatriciel, la souche reste vivante et l'endroit par où grandissait le tronc fait une espèce de bourrelet de cicatrice. Donc il y a de la nourriture qui arrive. D'où vient-elle ? Alors, comment on étudie ça ? C'est beaucoup plus facile que les trucs auxquels Francis et moi, on s'emmerde. C'est simple, on y va au Karcher, on fout en l'air le sol sur quelques dizaines de mètres carrés et on regarde comment sont branchés physiquement les arbres les uns sur les autres. Bon, alors après, tout est mort. Déjà, on a coupé les troncs d'abord, hein, mais on peut cartographier les liens et c'est comme ça qu'on découvre qu'effectivement, ces espèces de souches qui survivotent parce qu'elles sont greffées sur les racines des autres, mais on découvre encore quelque chose d'encore plus incroyable. C'est que dans ce sol, il y a des racines d'arbres qui ont disparu depuis tellement longtemps qu'on ne voit même plus leurs souches, mais les racines sont restées car elles servent encore aux voisins. Elles leur servent à quoi ? Les voisins les approvisionnent en produits de la photosynthèse et ça augmente leur capacité d'exploration du sol. Ces racines leur servent, ils sont greffés les racines des autres pour exploiter mieux le sol. Voilà la raison de ces souches qui survivent alors même qu'elles n'ont plus de feuilles. Il a l'art du teasing pour vendre son prochain livre, hein, vous avez remarqué ? Ça fonctionne et ça donne envie. Sortira quand ? L'année prochaine ? Quand on sortira du Covid. Parce que je veux voir les gens en vrai et sans masque. Très bien. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Vous me laissez ? Est-ce que quelqu'un... Oui. Alors, on en a même deux. Je vous en prie, madame avec le masque devant et puis ensuite derrière.
Alors, je vais m'approcher, ou alors venez plus près de la caméra. Voilà. Sur les insectes qui mangent du bois, oui. Par ces champignons. Très bien. Alors si j'ai bien compris la question, c'est comment font les insectes xylophages, ceux qui mangent le bois, pour manger le bois. En fait, ils ont beaucoup de ces scarabées, de scolites et autres insectes qui consomment le bois, ont dans leur mandibule une petite structure dont je ne me souviens plus le nom, mycétange, et qui héberge des champignons symbiotiques. Ces champignons sont complètement adaptés, ne peuvent pas vivre en dehors de la mâchoire du scarabée ou de l'insecte. Et donc l'insecte utilise ces champignons pour dégrader le bois. Et d'ailleurs, vous avez sans doute repéré que ces insectes ne mangent pas le bois, parce que si vous regardez, ils font des galeries dans lesquelles il y a leurs crottes, et quand vous regardez les crottes, c'est exactement la même chose que le bois, mais embroyé. Donc ils n'ont clairement pas mangé, digéré ce bois. Je veux dire, il y en a même, ils le mâchouillent, et puis ils le rejettent, et puis avec des mouvements comme ça, leur crachat remonte derrière. C'est même pas des crottes qui remplissent le trou, c'est juste du crachat. Bon, en fait, ils mâchouillent pour extraire le jus et les microbes qui sont dans le bois. Donc il y a ceux effectivement qui sont armés, qui sont autonomes, que vous avez décrit Francis, et puis il y a ceux qui arrivent tout seuls sur du bois qui est pourri et ils ne vont digérer que les champignons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de les insectes xylophages, c'est un mythe. Ce sont tous des insectes mycophages qu'ils aient amené le champignon, comme disait Francis, ou qu'ils le trouvent sur place. Et c'est important parce que quand vous entendez le pic, le pivert en forêt, qui fait des trous pour aller chercher des larves, eh bien vous entendez la suite de la chaîne alimentaire qui va du bois mort aux champignons, aux insectes, aux oiseaux. Vous avez des chaînes alimentaires entières qui sont finalement basées sur des champignons. Et ça, c'est un autre grand rôle des champignons. C'est d'être mangés. Et de soutenir ceux qui les mangent. Madame demandait comment les larves sont inséminées par ces champignons qui sont dans la joue, si j'ai bien compris. Est-ce que les champignons sont là d'origine ? Ils sont là, ils sont transmis verticalement des parents insectes aux larves. Madame, une question, vous serez la dernière question. Je ne vous entends pas du tout, donc je vais me déplacer. Voilà. Quel avenir pour les forêts australiennes ? Très bien. Qui ont brûlé, oui, il y a quelques mois de cela. Et vous voulez rajouter les forêts californiennes ? Oui, alors, quel avenir pour les forêts ? Voilà. J'allais dire que effectivement, on est tous un peu inquiets quand on voit les méga incendies qui ravagent les forêts australiennes, les méga incendies qui ravagent encore aujourd'hui toute la côte ouest américaine. Certains auteurs pensent même qu'on risque d'avoir des méga incendies dans les Vosges, parce que là aussi, on atteint des niveaux de sécheresse inattendus et qu'on n'a jamais constaté, en tout cas de mémoire d'homme. Donc en fait, là, on ne peut être qu'inquiet. C'est-à-dire que le changement climatique est en train de... Enfin, on peut supposer que c'est le changement climatique, moi j'en suis convaincu, mais que le changement climatique est en train d'agir là et qu'une grande partie des forêts sur notre planète vont brûler, vont disparaître. Puis il y a une autre épée de Damoclès au-dessus de nos forêts. Je ne sais plus si c'est ma chronique pour la Terre au carré de cette semaine passée ou la suivante, parce qu'entre ce qu'on enregistre d'avance et ce qu'on fait en direct, je suis paumé. C'est l'histoire de tous les champignons introduits. Le chancre du châtaignier, la maladie de l'orme, la calarose du frêne. La calarose du frêne, le mot d'ordre de l'ONF, c'est de ne plus planter de frêne. C'est le seul remède qu'on a trouvé. Ça va. Et donc, en fait, les bois d'œuvre exotiques introduisent des maladies dont certaines ne s'implantent pas, et dont d'autres, au contraire, font un carnage. Et je vais vous dire, il y a des forêts dont on a même oublié qu'elles ont existé parce qu'elles ont été décimées par des champignons. Et je vais revenir en Australie après, mais je fais un détour par la côte est américaine, où il y avait des forêts de chênes dentés et d'ormes qui ont été détruites par des maladies de l'orme européenne importées et par le chancre du châtaignier asiatique qui a détruit, rien que dans les montagnes appalachiennes, 3 milliards de tiges. Et de ces forêts de chênes dentés, de châtaigniers dentés, hein, aujourd'hui on n'en a plus trace, il ne nous reste qu'une centaine d'individus qui font plus de 60 cm de diamètre. C'est des forêts qui ont disparu vers 1900, ça veut dire qu'elles ont non seulement disparu en vrai, mais elles ont aussi disparu des mémoires.
Et ça, c'est vraiment un risque qui fait que même si on arrive à les en éviter de brûler, nos forêts sont aujourd'hui sous le péril des introductions de maladies suite à des échanges commerciaux intempestifs et où les bénéfices de la vente ne couvrent pas le coût exact des risques encourus par les échanges internationaux. Acheter local, ça aussi, c'est une raison d'acheter local. Francis Martin, merci beaucoup. Marc-André Sellos, nous arrivons au terme de cette rencontre. Si vous souhaitez venir discuter avec eux, c'est possible, avec un masque bien évidemment et en gardant les distances de sécurité. Les livres qui sont là sont à votre disposition si vous souhaitez les acheter. Nous préférons bien sûr le sans contact si c'est possible. Si vous n'avez que du liquide, c'est possible également. Vous allez d'abord acheter le livre et puis ensuite vous venez ici vous le faire dédicacer si vous le souhaitez. Nous n'avons même pas eu le temps de dire 1/10 de ce qu'il y avait dans ces livres. Dans le livre de Francis Martin, Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. Vous apprendrez par exemple que les glands voyagent vite, que les chênes ont peuplé très vite après la période glaciaire le continent européen. Dans le livre de Marc-André Sellos, vous apprendrez à colorer les tissus. Vous comprendrez pourquoi le Mont d'Or, on est en pleine saison, est entouré d'une barde de bois. Là aussi, il y a des tanins et beaucoup d'autres choses. Ce sont 2 livres passionnants. Je vous invite à les lire et à venir rencontrer leur auteur. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et merci à vous de vous être déplacés. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.